Au sommaire de cette édition, fin de la visite du président de la transition à Beijing, en Chine. Le chef de l'État, avant de quitter l'empire du milieu, a respecté la tradition en rencontrant ses compatriotes établis à l'extérieur. Le président Goïta a saisi cette opportunité pour expliquer les enjeux de la crise que le pays traverse et réitérer son appel à l'union sacrée face à l'adversité. Le compte-rendu de cette rencontre en famille dans cette édition. Les femmes du Mali vont en guerre contre les ordures. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a lancé ce matin la campagne Debout pour la salubrité, je m'engage, un projet porté par le ministère en charge de la promotion de la femme. La physionomie de la campagne agricole est bonne dans l'ensemble. Ce sont les impressions du ministre de l'Agriculture. Daniel Simon Kelema a entamé hier une visite de 72 heures dans la filiale de Sikasso. Le ministre a visité les champs de 2 paysans pilotes. Désormais, les véhicules des cortèges de mariage sont fixés à 6. Une décision prise par la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. Cette mesure restrictive fait suite à l'obstruction de certaines voies d'accès par les citoyens. Les contrevenants s'exposent à des sanctions. À suivre le dossier de la rédaction avec Tchemoro Konaté. Vous servir est un plaisir. Bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a regagné Bamako ce samedi 7 septembre 2024 dans la soirée en provenance de la Chine, où il a pris part au 9e forum de coopération sino-africain FOCAC. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Shogel Kokala Maïga, le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diaw, des membres du gouvernement, comme vous le constatez sur ces images, et plusieurs autres personnalités. Au cours de son séjour en Chine, le président Assimi Goïta a visité des entreprises chinoises et participé à des panels de haut niveau sur la paix et la sécurité et a rencontré ses compatriotes. Voilà la traditionnelle rencontre du président de la transition avec ses compatriotes établis à l'extérieur. En marge de sa visite à Beijing, colonel Assimi Goïta s'est longuement entretenu avec les Maliens vivant en Chine. Les nouvelles du pays, les préoccupations des Maliens de Chine ou encore les raisons de sa visite à Beijing sont entre autres sujets évoqués. Le chef de l'État a saisi cette opportunité pour expliquer les enjeux de la crise que nous traversons et réitérer son appel à l'union sacrée face à l'adversité. Voilà, vous aurez le reportage de nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré et Adama Kamara au cours de cette édition. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a lancé ce matin la campagne Debout pour la salubrité, je m'engage, un projet porté par le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille en collaboration avec les organisations féminines. L'objectif principal est d'amener les femmes à s'engager dans la lutte contre l'insalubrité dans la ville de Bamako. La cérémonie a été marquée par des témoignages et la remise de kits d'hygiène aux populations sinistrées du quartier de Moussabougou. Les temps forts dans ce reportage de Alousseni Touré. La campagne Debout pour la salubrité je m'engage est une initiative du département en charge de la promotion de la femme qui s'inscrit en droite ligne de l'initiative des autorités en faveur de la promotion de la salubrité et de la maîtrise des inondations. Elle mobilise la société civile en général et les organisations féminines en particulier. Pour une gestion économique concourant à l'autonomisation des femmes, Madame le ministre, actrices dans la production des ordures ménagères, des déchets dans les marchés, des rues, des caniveaux, des collecteurs et dans la constitution des dépôts anarchiques, entre autres, je vais vous parler de l'initiative Un autre citoyen est possible, lancée par le réseau des organisations pour une citoyenneté participative lors de la célébration de son 10e anniversaire. La sensibilisation Debout pour la salubrité, je m'engage, a décidé de mettre le focus sur la femme au regard de son engagement traditionnel, de ses attributions socio-culturelles,
et activités quotidiennes dans le fonctionnement de notre société, afin que chaque femme devienne une soldate de l'assainissement de son environnement. Le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a mobilisé des produits d'hygiène et des contributions financières obtenues grâce à la contribution de certaines organisations et personnes physiques. Ces dons seront acheminés notamment vers les populations de Missabougou victimes des récentes inondations. Dans le cadre de l'appui de l'État aux collectivités territoriales confrontées aux problèmes récurrents de la gestion des déchets solides et liquides, le ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable entend apporter sa contribution en mobilisant les acteurs, les partenaires et les populations du Mali à travers des journées citoyennes d'assainissement. Le porte-parole du gouvernement a saisi l'occasion pour rendre hommage aux femmes pour leur résilience. L'insalubrité dans notre pays constitue aujourd'hui un fléau qui préoccupe les plus hautes autorités. Il s'agit d'un mal à évolution silencieuse, impactant quotidiennement notre santé et sécurité environnementale, n'épargnant ni le district de Bamako, ni la capitale régionale. Pour combattre ce fléau, en septembre 2022, Son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a mis en place un comité interministériel élargi aux maires du district de Bamako et des personnes bénévoles qui ont accepté de prendre en charge gratuitement des opérations d'assainissement dans notre capitale. Et parmi les résultats engagés par ce comité, on peut citer entre autres la mise en place d'une délégation spéciale à Bamako, la résiliation du contrat de la société aux zones dont les prestations n'ont pas eu les effets escomptés, la remise sur pied de la direction des services urbains et de voirie de Bamako, l'équipement de cette direction en moyens modernes d'assainissement, la construction d'une décharge de transit moderne à Médina Croix qui sera opérationnelle bientôt, l'amélioration de la décharge finale de Numumbougou. Vous vous souviendrez également qu'à l'approche de la saison des pluies, Son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, s'est lui-même impliqué pour le curage des caniveaux en lançant le 8 juillet 2024 une opération spéciale. Malgré ces efforts, force est de reconnaître que notre capitale et plusieurs localités, malheureusement, sont encore insalubres. Une situation qui, malheureusement, favorise l'inondation. Pour renforcer nos actions, Madame le ministre, fort heureusement, nous a suggéré d'impliquer davantage les femmes du Mali pour plusieurs raisons, dont la plus importante est le rôle qu'elles occupent justement dans notre société. Plusieurs témoignages ont émaillé la cérémonie, témoignages relatifs au changement de comportement nécessaire pour réussir les challenges. Et dans le même ordre d'idées, le ministre de la Santé et du Développement social mobilise ses services techniques afin qu'ils s'impliquent au mieux dans la gestion et la prévention des cas d'inondation. Colonel Assaba Diallo Touré a visité hier 2 structures. Il s'agit du Centre national d'information, d'éducation et de communication CNIEX et l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé. Le reportage de Almouzer Al-Kamissa Yatara. En 26 ans d'existence, c'est la première visite des ministres au Centre national d'information, d'éducation et de communication pour la santé. Cette structure de communication dispose à son sein une salle de digitalisation, un studio de production et un car vidéo pour les animations et sensibilisations. La visite du ministre de la Santé et du Développement social dans cette structure est perçue comme un signe de motivation. On a besoin des moyens et du matériel de pointe pour pouvoir se maintenir. Donc nous, dans notre studio, il manque certains équipements et du matériel qui, si on trouve, peut nous amener très loin. C'est la première visite également du ministre de la Santé et du Développement social ici à l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé. La structure est très sollicitée, surtout en cette période d'inondation, pour la prise en charge des sinistrés dans nos hôpitaux. Depuis 2022, l'ANS a connu une certaine transformation parce qu'auparavant, on avait un ancien service qui s'appelait l'Agence nationale d'évaluation des hôpitaux. Mais depuis 2022, les plus hautes autorités ont voulu vraiment transformer ce service en donnant des nouvelles missions, notamment en élargissant l'évaluation à l'ensemble des établissements de santé, mais aussi à amener les établissements de santé à s'inscrire dans un processus d'accréditation. Le CNIEX, c'est notre centre d'information,
On est parti voir ce qu'ils font comme travail et ce qui pourrait être amélioré parce qu'il faut savoir que la santé a vraiment besoin d'informations et pour promouvoir une bonne santé, il faut qu'il y ait une structure qui soit là, qui soit à côté de nous au quotidien pour voir les problèmes que les populations ont. Le second établissement, c'est l'Agence nationale d'accréditation des établissements de santé, eux aussi qui contrôlent les centres de santé et les hôpitaux, qui nous disent comment ces centres travaillent. On leur a demandé d'être objectifs parce qu'avec leurs résultats que nous travaillons. Enfin, le ministre Touré invite les agents au travail bien fait, à la solidarité entre le personnel, mais aussi et surtout de véhiculer la bonne information en cette période de pluie pour minimiser les inondations et les dégâts. Présentement, nous sommes à Koulikoro. À la date du 6 septembre, il a été enregistré 37 cas d'inondation, dont 2 par la foudre, et plus de 700 ménages sinistrés, des chiffres alarmants. Face à l'ampleur des dégâts, le gouverneur de la région, le colonel Lamine Kapori Sanogo, a présidé hier la réunion du comité régional de pilotage de gestion des risques et catastrophes. On en sait davantage dans ce reportage de Djemba Moussa Konati. Du 14 mai au 31 août 2024, la région de Koulikoro a enregistré 37 cas d'inondation, dont 2 de foudroiement, près de 6000 personnes sinistrées, 11 décès, plus de 1280 hectares de champs endommagés, entre autres. Cette réunion vise à apporter à la connaissance des chefs de service et des habitants de Koulikoro cette information. C'est suite au décret déclarant l'état de catastrophe naturel au Mali, et à partir duquel décret il nous a été recommandé de réfléchir à des stratégies de gestion des crises, c'est-à-dire les inondations actuelles, et aussi penser à accompagner à travers une stratégie de recherche des ressources financières permettant d'intervenir au profit des victimes des différentes crises et catastrophes à travers la région. Mais aussi de prévoir les éventualités en ce qui concerne les épidémies, puisque nous avons des cimetières qui ont été inondés, beaucoup de puits ont été détruits, donc il n'y a pas d'eau potable dans certains villages. Les échanges ont également été axés sur les stratégies de mobilisation des ressources pour la prise en charge des sinistrés de la 2e région. Ce n'est pas facile parce que l'État fait face à beaucoup de défis. Le président de la transition a déjà montré le bel exemple. Des moyens y ont été dégagés pour soutenir, aider les sinistrés. Mais il nous appartient, nous autres Maliens, alors d'aider les plus hautes autorités de la transition dans leur démarche. À l'issue de cette rencontre, il a été question de mettre à contribution les opérateurs économiques et les sociétés minières pour la prise en charge des sinistrés. Des innocents qui perdent la vie à Kidal. Ils ont été victimes des actions de sabotage des terroristes. Le bilan est de 4 morts et 3 blessés. Le gouverneur de la région a présenté les condoléances du président de la transition et du gouvernement aux familles endeuillées avant de souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Le reportage de Sidi El Medi Ag Al-Baka. 5 septembre 2024, une moto-tricycle a heurté un engin explosif à 12 km de la ville de Kidal. Malheureusement, 4 personnes, dont des enfants, ont perdu la vie. Cet acte ignoble de groupes armés terroristes vient une fois de plus endeuiller plusieurs familles de la 8e région. Avec tout le staff régional, pour saluer les blessés et présenter les condoléances aux familles. Ça a été triste, hein? C'est vraiment triste parce que c'est des petits enfants de 2 ans, de 3 ans qui sont victimes d'une mine posée par les groupes armés terroristes. Je pense bien que dans nos analyses, c'est des mines qui sont posées par des terroristes pendant la conquête de Kidal et que nos forces armées ce matin ont affecté une mission sur le terrain pour déminer. Ils ont enlevé plus de 3 mines sur place. Le chef de l'exécutif régional général de division Al-Haj Gamou s'est rendu au chevet des blessés dont la prise en charge est faite au CSRF de la 8e région. Il a aussi rendu une visite aux familles des victimes pour leur présenter les condoléances des autorités administratives. Avec la situation d'enclavement, voir dans quelle mesure
qu'on pourrait faciliter l'évacuation urgente des 3 pensions. Les blessés ont aussi bénéficié du soutien du gouverneur de la région de Kidal à travers une enveloppe symbolique et du matériel offert par la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Ces victimes ont été inhumées au cimetière du quartier Aliou. Elles sont âgées de 3, 8, 12 et 60 ans. À présent, je vous invite à faire un tour dans les champs pour voir la physionomie de la campagne agricole. Le ministre de l'Agriculture en compagnie du PDG de la CMDT est en visite de terrain dans les zones cotonnières. Ils étaient hier à Koumantou où ils ont visité les champs de 2 paysans. À l'issue de cette visite, le ministre dit très confiant. Nos envoyés spéciaux sont Mamadou Fane et Mohamed Sidibé. C'est par les champs de Salif Koné à Babilena, commune de Koumantou, que le ministre de l'Agriculture a entamé sa visite dans la filiale Sikasso Sud de la CMDT. Il s'agit pour le ministre de voir la physionomie de la campagne agricole. Avec 6 hectares de coton, 4 de maïs, 7 de petits milles et 2 hectares de sorgho cultivés par Salif Koné, la campagne s'annonce très prometteuse en dépit de l'installation tardive de la pluviométrie dans la coordination CMDT de Bougouni. J'avais prévu 10 hectares de coton, mais j'ai pu faire 4 à cause du démarrage tardif de l'hivernage. Tout comme à Bablena, l'état végétatif des cultures est bon dans le champ de Aruna Koné, à Koumantou et dans la zone. Au vu de l'état végétatif et de l'état de développement des plants, là nous sommes à la capsulaison. Donc qui est en train de prendre presque partout dans le champ qu'on est en train de visiter, un champ qui a 3 mois presque, et donc entretenu à convenance et avec des recommandations techniques bien appliquées, notamment l'essimage. Donc ceci nous donne assez d'espoir sur une bonne production. Ce que nous avons vu sur la route, ça nous a permis quand même d'avoir une idée sur l'évolution de la campagne agricole dans cette zone. Donc on a vu non seulement des champs de maïs, des champs de mil et de sorgho, et aussi d'autres cultures, plus le coton. Dans les différentes étapes, le ministre et le PDG de la CMDT ont insisté sur la vigilance des paysans pour une bonne fin de campagne. En marge de cette visite, le ministre a rencontré les services techniques de la région de Bougouni pour leur donner des orientations pour la suite de la campagne. Il a ensuite rendu une visite de courtoisie aux légitimités traditionnelles de Bougouni. Promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix, c'est le thème de la Journée internationale de l'alphabétisation célébrée le 8 septembre de chaque année. Pour raison de calendrier, la journée sera célébrée au Mali du 12 au 19 septembre 2024. Le ministre de l'Éducation nationale, Amadou Sissavané, dans son message, nous fait l'état des lieux des centres d'alphabétisation fonctionnels. Je vous invite à écouter un extrait de son allocution, des propos recueillis par Fademba Keïta. La célébration de cette journée nous donne l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur notre politique d'alphabétisation, d'éducation non formelle et sur les résultats obtenus. En 2023, au niveau des centres d'alphabétisation fonctionnelle, 12 187 apprenants, dont 8 484 femmes. Dans les centres d'éducation pour le développement, les apprenants sont au nombre de 6 333, dont 2 649 femmes dans 426 centres. Dans les centres d'apprentissage féminin, l'effectif des apprenantes s'élève à 527. Dans l'unique centre d'études pour l'intégration de Benena, 50 jeunes ont été formés par 9 enseignants, dont 3 femmes. Cependant, 181 centres d'éducation pour le développement
et 24 centres d'alphabétisation fonctionnelle sont restés fermés suite à l'insécurité et au manque de financement. Cette année, les activités commémoratives de la Journée internationale de l'alphabétisation se dérouleront du 12 au 19 septembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Le thème retenu par l'UNESCO pour célébrer la Journée internationale de l'alphabétisation est promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix. La lombalgie, beaucoup de personnes vivent avec cette pathologie mais l'ignorent. Il s'agit d'un problème structurel de la colonne vertébrale. La prise en charge de cette maladie était au centre d'une conférence à débat. Elle entre dans le cadre de la Journée internationale de la kinésithérapie, célébrée ce matin ici à Bamako. Les précisions de Youssouf Diakité. Rôle de la kinésithérapie dans la prévention et la prise en charge de la lombalgie ou mal de dos. C'est la thématique choisie par l'Association des kinésithérapeutes du Mali. C'est l'occasion de faire découvrir la profession et de la promouvoir auprès du plus grand nombre de personnes. Alors cette année, le thème c'est sur la prévention et la prise en charge de la lombalgie parce qu'on sait que beaucoup de gens ont au moins une fois été confrontés à un problème de lombalgie. Donc c'est pourquoi à l'instance internationale, ce thème a été choisi. Et tous les kinésithérapeutes de tous les pays travaillent sur ce thème pour informer leur population sur la prévention et la prise en charge de ce thème, de cette pathologie. Chacun des intervenants a insisté sur la promotion de la kinésithérapie parce que, disent-ils, elle contribue à l'amélioration du système sanitaire. La kiné est d'une importance capitale. Je vous assure, rien ne peut se faire dans une structure sans vous. Tu as beau prendre en charge un AVC, au finish, c'est le kinésithérapeute. Tu as beau faire l'intervention à un traumatologue, au finish, c'est la kinésithérapie. Tu as beau faire tout, même en pédiatrie, les enfants, toujours c'est la kinésithérapie. Donc, en conclusion, vous êtes un service transversal. Aimez ce métier et faites-le avec conviction, avec amour. Une motion spéciale de remerciement a été adressée aux partenaires, notamment au Comité international de la Croix-Rouge, à l'Humanité Inclusion et au gouvernement du Mali. Le Mali dispose désormais d'un dictionnaire des médicaments vétérinaires autorisés au sein de l'espace UEMOA, un document à l'actif de l'organisation ouest-africaine qui vise à répertorier et réglementer les textes régissant les médicaments vétérinaires. Boubacar Bablé Touré pour plus de précisions. La santé humaine dépend en grande partie de la santé animale, un secteur qui mérite donc une attention particulière. C'est bien ce qui justifie l'élaboration d'un dictionnaire des médicaments vétérinaires au sein de l'espace UEMOA. Premier du genre en Afrique de l'Ouest, ce document qui vient d'être remis officiellement à l'État malien à travers le département en charge de l'élevage permet d'orienter les praticiens vétérinaires sur l'accès facile et rapide des informations scientifiques recherchées sur chacun des médicaments vétérinaires au nombre de 429 autorisés dans l'espace UEMOA. L'objectif du dictionnaire est d'inventorier l'arsenal thérapeutique actuellement à la disposition des praticiens vétérinaires afin de leur fournir un outil comparatif entre les spécialités et promouvoir l'usage rationnel des médicaments vétérinaires. Il procure aux praticiens vétérinaires des informations sur les médicaments vétérinaires disposant d'une autorisation de mise sur le marché AMM au sein de l'UEMOA, dans un contexte de prolifération des médicaments de mauvaise qualité sur le terrain. Cette première édition du dictionnaire inclut aussi des textes réglementaires qui régissent les médicaments vétérinaires dans l'espace UEMOA. Cette démarche communautaire fait suite au constat des évaluations de performance des services vétérinaires qui ont montré que les services vétérinaires des pays pris séparément n'ont qu'une capacité limitée à exercer un contrôle de qualité à l'importation, à la production, à la distribution des médicaments et des dispositions biologiques à usage vétérinaire. La cérémonie a été ponctuée par la remise officielle de 25 exemplaires au ministre en charge de l'élevage par le représentant de l'organisation
ouest-africaine au Mali. Comme mentionné dans les titres, traditionnelle rencontre du président de la transition avec ses compatriotes établis à l'extérieur. En marge de sa visite à Beijing, colonel Assimi Goïta s'est longuement entretenu avec les Maliens vivant en Chine. Les nouvelles du pays, les préoccupations des Maliens de Chine ou encore les raisons de sa visite à Beijing sont entre autres sujets évoqués. Le chef de l'État a saisi cette opportunité également pour expliquer les enjeux de la crise que nous traversons et réitérer son appel à l'union sacrée face à l'adversité. Le point avec nos envoyés spéciaux Ibrahima Traoré et Adamon Kamara. Chancellerie du Mali à Pékin ce vendredi, jour peu ordinaire et pour cause, une retrouvaille entre Maliens venus à la rencontre de leur président de la transition. Malgré le jour ouvrable et en dépit de la distance, ils sont venus quasiment de toutes les grandes villes de la Chine pour parler et écouter le chef de l'État. Le ton est donné par l'ambassadeur Élisée Daou qui présente sa juridiction et la situation des Maliens établis en Chine. De nos jours, la communauté malienne installée en Chine est estimée à environ 1 millier. Nous avons commencé un recensement pour avoir le nombre exact et nous sommes sur processus continu. Elle réside essentiellement dans leurs deux grandes localités, à savoir Ganzhou et Yiwu. Ces braves hommes et femmes constituent ces maillons indispensables dans la chaîne des valeurs des échanges commerciaux entre la Chine et le Mali, contribuant ainsi à l'approvisionnement régulier de nos marchés en produits de fabrication chinoise. À cela, il faut ajouter un nombre important d'étudiants et de stagiaires, estimés environ à 421, pour des durées de séjour relativement plus courtes. Malgré la diversité de leurs occupations quotidiennes ainsi que des défis auxquels ils font face, les Maliens vivant en Chine ont toujours fait preuve d'un attachement à la cause de la mère patrie. Suivra ensuite un échange direct entre le président Assimi Goïta et ses compatriotes. Leur porte-parole égrène ici un chapelet de préoccupations. Visa ko gela munumba anka anga de lansi do fana muye oye anga carte biométrique ananga passeport ama ina nga numéro fe o ka duré 600 duru o ka fere ka ndeme ka prolonger ka table 130 ans parce que aba amunu me ko fe aba ndeme ko sibe ko chamana bon o temene ko fe gela wara mo banka en Chine en malien donc compte d'aller malien bulu banque da ka gela bema bon o fana temene ko fe la ni kene wala ben tuguni oye anga mo munumbe Fatuya. Parce que soutien de Chine, moi, je vais bien en bas de l'Afrique. Namou la Tarafana, à Kessi, à son haut durant les millions qu'on entend, en tout cas la Tarodera, à 2004. Mais bien, mais deux, on a bien fait millions de temps, ça va, me reculer. Prêtant une oreille attentive aux différentes doléances, la réponse du chef de l'État ne s'est pas fait attendre. Il instruit les ministres en charge des différents dossiers à y accorder une attention particulière et s'engage à suivre personnellement l'évolution de la situation. Colonel Assimi Goïta a justement saisi cette opportunité pour rappeler les raisons de sa visite à Beijing qui s'est conclue par l'élévation à un niveau stratégique du partenariat entre le Mali et la Chine, ce qui devrait permettre selon lui de résoudre plusieurs problèmes soulevés. Donc, on a une visite d'État organisée. On a une visite 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 organisée. Donc, on a une visite organisée. On a une visite organisée. On a une visite organisée. Donc, à tout cas, on a une visite organisée. L'actualité du pays s'est naturellement invitée aux échanges. Le président Assimi Goïta rappelle que la transition en cours est celle des Maliens, de la jeunesse en particulier. Il se réjouit de la forte participation des Maliens de Chine aux assises nationales de la refondation, au référendum constitutionnel ou encore au dialogue intermalien. Autant d'actions en cours visant à refonder l'État en vue de répondre aux aspirations des Maliens. Les résultats sont perceptibles, mais les défis restent encore immenses face aux enjeux multiformes, d'où ce message du président de la transition.
a mɔlen sɔrɔ quoi fo an de ka kɛlɛ kɛ quoi n'a kɛlɛ kɛ dɔw bɛ kɔrɔ u tɛ foyi sɔrɔ dɔw bɛ sa dɔw bɛ bana mais dɔ kɔni b'a yɛrɛ sɔrɔ bon n'an tora ko non f'an k'a fila bɛɛ de sɔrɔ o de man ɲi changement sini tɛ sisan de don dɛ c'est mental parce que hadamaden ni e yɛrɛ sala ye hakiliko de quoi a ye ninnu bɛ baara kɛ yan cogo min na suya tɛ o mugan mɔgɔ mun b'an dɛsɛ parce que y'an dilan k'anw kɛ salaya ye mɔgɔ de k'anw dilan k'anw hakili datugu an fana tɛ fɛ ka bɔ kɔnɔ mais nin sigalakaw ka kɛlɛ de parce que ni san 5 kɛlɛ tɛ dɛ san 10 san 20 san 30 an ka cɛkɔrɔbaw b'an dɛmɛ musokɔrɔbaw b'an dɛmɛ ni duwawu ye mais a kɛlɛnjɛ o y'anw de a kumaba o y'anw de. Les Maliens établis en Chine, visiblement satisfaits et convaincus, n'ont pas manqué d'afficher tout leur soutien aux autorités de la transition. Ils ont d'ailleurs offert un présent au président Goïta en guise de reconnaissance et de souvenir. La rencontre, qui a rendu un hommage à toutes les victimes civiles et militaires de la guerre imposée au Mali, s'est achevée par l'hymne national chanté en Bamanankan. Et à suivre demain après le journal de 20h, l'intégralité de l'adresse du président de la transition face aux Maliens établis en Chine. La centrale syndicale, l'UNTM, a organisé un atelier de 2 jours sur le renforcement des capacités de ses membres. Parmi les invités, le Conseil national du patronat. Le représentant du patronat invite les militants à prôner le dialogue pour la stabilité sociale. Je vous invite à écouter un extrait de Sékou Konaté, le premier vice-président du CNTM, des propos recueillis par Awa Adaman Koulibaly. La formation syndicale est un droit pour chaque militant, chaque dirigeant syndical et doit pouvoir s'exercer tout au long de leur vie syndicale. Au CNPM, nous restons aussi fortement convaincus qu'elle est essentielle. C'est la formation syndicale qui donne en effet aux travailleurs les outils nécessaires pour prendre ultimement aux importants débats qui agissent actuellement le monde du travail et favoriser les changements nécessaires dans nos entreprises. Nous ne pouvons que féliciter très sincèrement le secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs pour cette belle initiative. Nos remerciements vont également à Monsieur le ministre pour son accompagnement constant des partenaires sociaux que nous sommes. Nous voudrions vous assurer que le CNPM continuera de jouer pleinement sa partition dans la restauration et la consolidation de la paix sociale dans notre pays. Le retour de l'administration sur l'ensemble du territoire se poursuit. À Koutiala, par exemple, le chef de l'exécutif régional a pris contact avec les préfets et sous-préfets. Le général Abdoulaye Cissé a recueilli les préoccupations de ses interlocuteurs avant de les inviter à plus d'engagement pour l'atteinte des objectifs de développement fixés par le gouvernement. Par contre, dans la région de Sikasso, le nouveau préfet du cercle de Danderesso a rencontré les populations des 42 villages des communes de Danderesso et Nongoswala pour échanger avec elles sur les préoccupations du moment et expliquer la vision des autorités de la transition. Le reportage de Brahima Kone et de Yoruba Ladjabate. Au nom d'une opérationnalisation effective des nouveaux cercles, le gouverneur de la région de Koutiala effectue une prise de contact avec les préfets et les sous-préfets en présence des chefs de services régionaux. Nous mesurons l'enjeu et les défis à relever. Pour cela, nous allons une fois de plus demander à M. le gouverneur et à son cabinet leur accompagnement et l'accompagnement des services techniques et des forces de défense et de sécurité. Le chef de l'exécutif régional a invité ses interlocuteurs au resserrement des rangs pour l'atteinte des objectifs du gouvernement en matière de réorganisation territoriale. Il s'agit, entre autres, de rapprocher les services publics aux populations et d'appliquer une transparence dans la gestion des biens de l'État. Vos cris de cœur pour la création de nouvelles circonscriptions à travers les populations que vous représentez valablement ici ont été attendues et soutenues par la ferme volonté politique du gouvernement. Les responsables des services régionaux sont invités à s'adapter et pourvoir les cercles en personnel et tout ce qui s'ensuit.
C'est une rencontre de prise de contact aux allures de séance de travail entre le nouveau préfet du cercle de Danderesso et les représentants des 42 villages du dit cercle. Il s'agissait pour le préfet d'échanger avec la population sur les préoccupations du moment et d'envisager des solutions à court, moyen et long terme. L'objectif, c'est bien entendu de rapprocher l'administration des populations pour mieux prendre en compte leurs préoccupations et répondre à leurs aspirations autant que faire se peut. Les intervenants ont tour à tour remercié le préfet pour ce cadre d'échange avant de l'inviter à plus de collaboration pour faire face aux défis actuels. Le problème d'insécurité a freiné vraiment le développement de la localité. Je pense que lui, selon ses compétences, il pourra sortir la commune d'affaires. En marge de la cérémonie, le préfet a procédé au lancement de l'opération de distribution gratuite de 17 tonnes de vivres aux ménages touchés par l'insécurité alimentaire. Avant de prendre congé, le chef de l'administration accompagné du sous-préfet central, du sous-préfet de Longon-Chouala ont rendu une visite de courtoisie aux notabilités et aux autorités religieuses. Nous arrivons au grand format de cette édition. Vous le savez certainement, la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako a pris des décisions importantes. Désormais, le nombre de véhicules lors des cortèges à l'occasion des mariages dans le district de Bamako est fixé à 6. Cette mesure restrictive fait suite à l'obstruction de certaines voies d'accès par les citoyens. Les contrevenants s'exposent à des sanctions et c'est la police municipale qui est chargée de veiller à l'application stricte de la mesure. En attendant la répression, elle procédera dans un premier temps à la sensibilisation. Dans l'ensemble, la décision est saluée par certains usagers rencontrés dans ce reportage signé Tchemoro Konati. Les cortèges de mariage sont désormais limités à 6 véhicules. Tout contrevenant s'exposera aux sanctions pénales et ou financières. La mesure émane de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako. Elle a été prise sur la base de 2 arrêtés ministériels et municipaux faisant suite à ce qu'on pourrait qualifier d'incivisme grandissant de la part de certains citoyens. Citoyens qui, à l'occasion d'un mariage, faisaient obstruction à la circulation au détriment d'autres usagers. A priori, le mariage, c'est un événement heureux, souhaitable et tout, qui reste quand même dans le domaine du privé. Ça ne concerne a priori que les intéressés et, dans une certaine mesure, leurs parents, leurs amis. Mais il se trouve que lorsqu'il y a un mariage qui est célébré, c'est la suite qui devient un vrai problème, un vrai calvaire, un vrai motif d'inquiétude et même de panique. Le dernier cas en date s'est déroulé récemment sur le pont Fada, ce qui a créé des embouteillages sur cette infrastructure routière massivement fréquentée. Tout le monde constate que le phénomène, tout le monde condamne, ça gêne tout le monde, mais tout le monde le regarde faire. Et là, ce n'est pas normal. Il faut bien que quelque part, à un niveau donné, que quelqu'un assume, et c'est de notre responsabilité. Avec la loi 005 du 13 mars, on a les mêmes compétences, les mêmes pouvoirs qu'un maire. Hein, et il revient à la mairie de prendre les dispositions par rapport à la vie de la cité, à la vie de la capitale. C'est vraiment notre responsabilité. La police municipale est tenue de veiller à l'application de cette mesure, dont le non-respect expose à des sanctions. Dans ce travail de répression, elle sera appuyée par la police nationale. Toutefois, en attendant de passer à la vitesse supérieure, il s'agit de procéder à un exercice de pédagogie qui a déjà commencé. Ils arrêtent les cortèges, ils leur expliquent. Messieurs, le cortège n'est pas interdit. Toutefois, s'il vous plaît, limitez-vous à tel nombre de véhicules. A priori, nous ne voulons pas aller dans la méthode coercitive. Lorsque nous avons saisi la direction, le directeur même, tout de suite, il nous a assuré son soutien. Il a renforcé nos éléments avec des éléments de la CCR, des éléments du GMS, pour une bonne application. Sensibilisation ou pas, en tout cas, les citoyens, du moins les quelques-uns que nous avons approchés, affirment reconnaître les bien-fondés de la mesure. Ça limite beaucoup de choses, comme les accidents, les emboutages. Petit à petit, ils vont comprendre. C'est une bonne mesure, ça doit être limité, vu les accidents de la circulation, en même temps l'excès de voitures, avec les motos également. Bon, je pense que la mesure serait très importante, c'est-à-dire de prendre cette mesure. La mesure est bonne. C'est une meilleure solution pour la population. En augmentant le nombre de véhicules, qu'est-ce que ça peut engendrer comme conséquence selon vous?
les accidents graves. Je suis d'accord avec cette initiative. Ça évite beaucoup d'embouteillages et ça évite beaucoup aussi d'accidents aussi. Ça m'a vraiment plu. Vous êtes au nombre de combien? Nous sommes au nombre de 4 de notre véhicule, la véhicule de marée. Nous avons été agréablement surpris de constater quand même que les intéressés, même beaucoup, semblaient avoir compris. Nous n'avons pas été confrontés à des cas où les gens disent non, nous allons quand même prendre tant de véhicules. Pour l'heure, cette mesure restrictive du nombre de véhicules à l'occasion des mariages ne prend pas spécifiquement en compte les engins à 2 roues. Cependant, le président de la délégation spéciale annonce qu'elle leur sera étendue très prochainement. Tout cela pour la sécurité des usagers de la route. Voilà, bon entendeur, salut. L'association pour le développement intégré de Gargando vient d'être lancée sur les fonds baptismaux. C'était à l'issue des travaux de l'Assemblée constitutive. Il s'agit pour les membres du bureau d'aborder toutes les questions en rapport avec le développement de Gargando. Le reportage de Youssouf Diakité et de Karunga Konate. Le cercle de Gargando est une commune rurale appartenant à la région de Tombouctou. Soucieux du développement de leur localité, ces natifs lancent cette association dénommée Association pour le développement intégré de Gargando. Il s'agit pour le bureau composé d'une 40aine de membres qui est élu à la faveur de cette assemblée constitutive de travailler sur toutes les questions relatives au développement du cercle. Nous sommes un tout nouveau cercle du moins qui vient d'être créé et nous sommes motivés pour que toutes les instances du cercle soient mises en place, l'administration, la sécurité, la santé, l'éducation, l'élevage. Tous les intervenants, après avoir bien apprécié l'initiative, ont émis le souhait de la conjugaison des efforts en faveur du développement intégré de Gargando. Une initiative qui, je l'espère, marquera le début d'une nouvelle ère de prospérité, d'unité, de paix pour notre communauté. Avant toute chose, je tiens à exprimer mes sincères remerciements aux autorités de la transition pour leur soutien indéfectible et leur engagement à accompagner les efforts de développement local. Le cercle de Gargando est composé de diverses communautés qui, ensemble, forment la richesse et la diversité de notre terre. Il est essentiel que nous travaillions main dans la main, en dépassant nos différences pour bâtir un avenir commun. C'est en étant unis que nous pourrons relever les défis qui se présentent à nous et construire un Gargando prospère et stable. Ils étaient des dizaines de sympathisants à adhérer à cette idée de la mise en place de cette association pour le développement intégré du cercle. Et nous ouvrons la page AES de cette édition. Au Burkina Faso, des terroristes ont pris en otage des civils et le personnel de sécurité de l'aéroport. Un commando est mis rapidement sur pied avec pour but de libérer les otages et de neutraliser les assaillants. Pas de panique, il s'agit bien d'un exercice de simulation. Je dis bien de simulation visant à tester le système de riposte de l'aéroport international de Ouagadougou. C'est une initiative de l'Agence nationale de l'aviation civile du Burkina, le film de l'opération avec Nogba Kouda et Romial Patristoé. Prise d'otages à l'aéroport international de Ouagadougou. Des terroristes exigent le paiement de rançon et la libération de leurs collègues détenus par les autorités compétentes. Le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile du Burkina convoque d'urgence le comité de crise de l'aéroport. Un commando est rapidement mis sur pied pour libérer les otages. Le ministre en charge de l'administration territoriale Émile Zelbo est ici à l'aéroport pour suivre de près l'opération commando. Après intervention, les assaillants sont neutralisés. Les otages sont libérés. 2 perdront malheureusement la vie pendant l'intervention. Nous sommes en réalité à une simulation d'attaque terroriste au plus grand aéroport du Burkina Faso. Il y a eu une prise d'otage des passagers qui embarquaient sur un vol à l'aérogare passager. Et ensuite,
Il y a eu un avion qui était sur le tarmac qui avait déjà embarqué quelques passagers qui avaient été pris aussi en otage. Et un avion qui était dans les airs en provenance d'un État voisin et qui aussi avait été pris en otage. Que le pilote a joué d'intelligence pour faire atterrir donc l'avion ici à notre aérogare. Et aussi il y avait un colis piégé au parking, dans le parking auto. Nous nous sommes retrouvés au centre de gestion des opérations d'urgence et pour intervenir en tant qu'équipe de gestion de crise. Tous les services de l'aéroport international de Ouagadougou prennent part à cet exercice. Nous avons mené aujourd'hui cet exercice pour voir un peu quelle était l'efficacité que nous avons et bien sûr corriger toutes les petites failles, même s'il faut reconnaître qu'aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup, pour retrouver ces petites failles et les corriger et avoir un plan de qualité qui répondent vraiment aux exigences et aux besoins du contexte sécuritaire que traverse notre pays. Des délégations du Mali, du Niger, du Gabon assistent à cet exercice de gestion de crise en sûreté de l'aviation civile. Le colonel Yaya Traoré, directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile du Mali, dit avoir suivi avec intérêt l'opération de simulation. Il a félicité les différents acteurs pour la réussite de cette opération de sauvetage. Nous restons au Burkina Faso pour parler de l'excellence. Elles étaient au départ 54 jeunes filles venues de 30 lycées et collèges du Burkina, mais ce ne sont que 6 qui sont lauréates du concours national de mathématiques, élite mathématiques. Elles ont reçu leur prix composé d'ordinateurs, de kits scolaires et de bourses scolaires. Retour sur la cérémonie de récompense avec Moussaki. Emmanuela Sissé, classée première au concours national Élite mathématiques 2024 au niveau du poste primaire, reçoit un ordinateur, un kit scolaire, une bourse de 150 000 francs CFA et un abonnement annuel à la librairie Temple du Savoir. Ervin Kosongonona, première lauréate pour les secondaires, obtient la même récompense. En réalité, je n'aime pas spécifiquement les mathématiques. Je suis bonne dans à peu près toutes les matières. Donc, j'ai décidé de ne pas mettre de matière à part. Pour voir si j'étais assez bonne en mathématiques, j'ai fait ce concours. Je suis très heureuse d'avoir été la lauréate du concours Élite Mathématiques. Et je remercie tous mes encadreurs, mes professeurs du collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Moi, j'encourage les filles à bannir cette idée selon laquelle les mathématiques sont uniquement réservées aux garçons. À leur suite, la deuxième et la troisième place pour la catégorie post-primaire sont occupées par Anifa Barou et Claire Ninkiema. Et pour la catégorie secondaire, Stéphanie Sawadogo et Fatoumata Dia prennent respectivement la deuxième et la troisième place. L'idée du concours est de l'association Maison Arc-en-Ciel Burkina. Pour participer à ce concours, la candidate devait avoir au moins une moyenne de 15 sur 20 dans les matières scientifiques pour le post primaire et au moins une moyenne de 14 sur 20 dans les matières scientifiques pour le secondaire. Nous avons dit qu'il faut qu'on encourage vraiment le genre féminin à aimer les sciences, plus précisément les mathématiques. Le concours national élite mathématiques 2024 a vu la participation de 54 jeunes filles de la classe de 4e et de première. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances du Niger, a pris part à la 8e conférence des entrepreneurs chinois et africains en marge du forum sur la coopération sino-africaine. Ali Mahaman Lamine Zen a aussi reçu des investisseurs chinois, envoyés spéciaux Abari Amiti et Ousmane Sani. La 8e conférence des entrepreneurs chinois et africains est un rendez-vous traditionnel qui se tient en marge du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC 2024. Environ 1000 entrepreneurs africains et chinois prennent part à cette opportunité unique à son genre entre les deux continents. Un marché de 2,5 milliards de personnes estimé. Le Premier ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine à la tête d'une importante délégation composée également d'investisseurs, d'entrepreneurs et de responsables des sociétés du Niger participe aux travaux.
La coprésidence du Sénégal, affirmée par son président, le président du Zimbabwe, celui de la Tanzanie, ont tous présenté les opportunités qu'offre aujourd'hui l'Afrique et les secteurs d'investissement porteurs de demain. Li Qiang, Premier ministre du Conseil des affaires de l'État chinois, coprésident de la cérémonie, a présenté les 282 milliards de dollars investis sur le continent africain et les 5000 entreprises chinoises existantes. La Chine, a-t-il précisé, importe de plus en plus de produits de qualité d'Afrique, des produits de plus en plus diversifiés et multiples. Cela nécessite d'ailleurs une synergie entre les marchés et la signature des accords de partenariat pour faciliter et étendre les échanges, mais également pour une intégration industrielle. En marge de ce forum, dans le cadre toujours de son séjour à Pékin en Chine, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, a reçu plusieurs investisseurs et partenaires du Niger. C'est ainsi qu'Ali Mohamed Lamine Zen a reçu le vice-président de la société China National Aerotechnology Import-Export Corporation (CATIC). Ensuite, avec le président du conseil d'administration du groupe chinois ZXJoy Invest, actionnaire de la société des mines d'Azélique Somina, il a également reçu les responsables de China National Nuclear Corporation (CNNC) et enfin Sun He, vice-président de l'Afrique du Nord et de l'Ouest de Beijing Urban Construction Group (BUG). À son tour, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Modi, a échangé avec Tang Souma, directeur général du département Afrique de la société China National Precision Machinery Import-Export Corporation. Et on ouvre la page sportive de cette édition. Koji Sibi, bonsoir. Bonsoir Awa, bonsoir à tous. Éliminatoire CAN Maroc 2025, on en reparle ce soir. Les Aigles du Mali n'ont pu faire mieux qu'un match nul à domicile contre les Mambas du Mozambique. Et ce sont les Mambas qui avaient d'ailleurs ouvert le score avant que Yves Bissouma n'égalise pour les Aigles du Mali. Et justement, je vous propose la réaction du milieu de terrain des Spurs de Tottenham et des Aigles du Mali. Il est au micro de Abdul Karim Kaba. En début de match, on les laissait jouer, on ne pressait pas. C'est ce qui a fait qu'ils ont pris confiance dans le match. Et voilà, nous, on est une équipe qui aime jouer, on aime avoir le ballon. Quand on n'a pas le ballon, on fait tout pour réagir, pour avoir le ballon. Et on a payé le résultat. Après, quand on est rentré dans le vestiaire, le coach il nous a dit tout simplement, lâchez-vous. Jouez comme vous savez le faire. Allez-y, attaquez, pressez. Quand vous avez le ballon, c'est tranquille, c'est que du football. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Dieu merci, on a égalisé, on a forcé pour le deuxième. Mais bon, c'est le football. Des fois, tu perds, des fois, tu fais nul ou tu gagnes. Mais bon, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas perdu à la maison. Chose qui est bien. On va aller à l'extérieur, essayer de prendre les 3 points. Voilà, les Aigles du Mali joueront en deuxième journée de ces éliminatoires ce mardi en Afrique du Sud contre Eswatini. Et vous aurez les échos de ce voyage avec nos envoyés spéciaux Arju Matina et Gaussou H. Touré. Ce soir, nous rendons hommage également à une icône du ballon rond décédée il y a un an. Il s'agit de Salif Keita Domingo. Les dirigeants actuels du CSK ambitionnent de poursuivre ses œuvres au niveau de son centre Koji Sibi. Et vous n'êtes pas sans savoir, Awa, que des stars comme Sedoublin Keita, Mohamed Djila sont donc issus de ce centre. Salif Keita et les responsables, comme vous le disiez, entendent tout mettre en œuvre pour relancer justement ce creuset de talents footballeurs. Alors, je ne vous en dis pas davantage, suivons plutôt ce reportage de Mohamed Nam Keita qui a fait un tour avec son équipe au niveau du centre. 2 septembre 2023, 2 septembre 2024, il y a juste un an, jour pour jour, que le Mali a perdu son plus grand footballeur de tous les temps. L'Afrique, son premier ballon d'or, Salif Keita Domingo. De tout ce qu'il a accompli pour le Mali, sans Salif Keita, CSK est l'une de ses fiertés pour lesquelles il avait de grands projets. Cependant, après avoir fourni au Mali des gloires à l'image de Seydou Keita, Seydou Blin, Mahamadou Djila ou encore Cheikh Tidiane Diabati, pour ne citer que ceci, le centre connaît depuis quelques années des difficultés. Réaliser ce vœu cher à Domingo, c'est ce à quoi les nouveaux dirigeants du centre focalisent toute leur énergie. Je remercie d'abord mes 2 sœurs. Il faut faire des efforts. C'est des efforts qui vont de l'aménagement du terrain
l'opérationnalité de l'internat, et puis on a aussi une salle de sport, on a des vestiaires en bon état, on a des salles de télé, la réhabilitation de tous les locaux. Voilà, quand on veut parler du renouveau aujourd'hui, c'est ça. Déjà bien avant sa disparition, il avait à cœur de redorer l'image du centre Salif Keita. Il a dédié pratiquement toute sa vie post-footballistique à ce club et il y tenait énormément. Si redorer l'image du centre Salif Keita passe par la rénovation des infrastructures, l'acquisition des matériels sportifs adéquats, la formation de base est un volet non négligé. Tout cela dénote du travail et de l'engagement des responsables à faire du centre Salif Keita les rêves de son fondateur. Dès ce mois d'octobre, l'équipe se déplacera au Sénégal pour un stage au cours duquel elle se frottera au meilleur centre de formation du pays de la Teranga. Voilà, le centre Salif Keita, une belle initiative du premier ballon d'or africain. Salif Keita, on dit paix à son âme. Paix à son âme, Kodisibi. Et on termine avec la balle au panier. Une compétition nationale en basket se tiendra ici à Bamako du 14 au 29 septembre prochain. Les organisateurs étaient face à la presse pour expliquer les objectifs du tournoi. Oui, le tournoi s'intitule 3-3 meets breakdance, c'est-à-dire le 3 contre 3 à la rencontre du breakdance. Vous aurez l'occasion justement de découvrir la discipline. En tout cas, c'est une discipline olympique. Les organisateurs veulent l'utiliser comme moyen de sensibilisation de la jeunesse contre les abus dans le milieu sport. Salif Ouedraogo a assisté à la conférence de presse. Les organisateurs du basketball 3x3 Mint Break Dance face à la presse pour annoncer les contours de la première édition de cette compétition. Le centre Alou Traoré, K-Dance Battle, Donia Consulting se sont donné la main pour l'organisation de ce tournoi. Un tournoi de basketball 3x3 et de break dance qui sont désormais des disciplines olympiques. L'objectif, c'est vraiment fusionner ces deux sports qui sont des disciplines olympiques aujourd'hui. C'est vraiment attirer les jeunes vers ces deux sports pour lutter contre la délinquance juvénile et en même temps profiter aussi pour mieux sensibiliser, effectivement. Donc ça sera un grand spectacle, hein. Ça sera de niveau international, de classe internationale. Le Mali a tous les atouts pour l'organisation de ce type d'événements. Cette première édition concerne les filles et garçons de moins de 18 ans. La compétition qui se tient sur 10 jours verra la participation des équipes des 6 communes du district de Bamako, en plus de celles de certaines régions. À noter que cette première édition est placée sous le signe de la sensibilisation contre les abus dans le milieu du sport. Voilà, on rappelle juste à la date donc, du tournoi, c'est du 14 au 29 septembre prochain. Merci bien, Kodisibi, pour toutes ces précisions. Merci également à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette édition. Grand merci de l'avoir suivi. Bonsoir.